Dieu, qu'est-ce qui va pas avec cette prise? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? On va jouer un petit jeu. Le son était mauvais la première fois, c'est la télé. Je veux dire, l'aventure est plus grande quand on a le premier rôle. Le premier rôle féminin. Non, c'est toujours plus intéressant, bien sûr, puisqu'on est concerné bout en bout par un film. Bonjour et bienvenue dans cette troisième émission de la 7ème prise, présentée par 7 somptueux spécialistes, ce qui est toujours faux parce qu'on n'est même plus 7 au final. Et aujourd'hui, on va aborder donc les films d'horreur pour Halloween, voilà le contexte d'Halloween qui est parfait pour aborder ça. Aujourd'hui, donc on est 5. Pour le premier, Gwen. Salut Kylian. En deuxième, Mazarine. Salut. Il y a aussi Louis. Salut Kylian. Et enfin, notre invité, on va dire, spécialiste de l'horreur, du coup, Adrian. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, donc, du coup, le concept de l'émission, ça va être quoi ? Ça va être un peu de parler de plein de films d'horreur et d'essayer surtout de le définir et d'aller, outre les frontières de ce qu'on pourrait imaginer être un film d'horreur. Donc, les thématiques qu'on peut aborder aussi, faire le tour un peu de tout ça. Et on va commencer donc par Adrian, qui va nous parler de ces films d'horreur. Alors déjà, j'aimerais parler de... déjà, qu'est-ce que c'est un film d'horreur, très clairement, parce que pour la plupart des gens, quand on parle de film d'horreur, les gens vont spontanément penser à un film qui fait peur. Or, film d'horreur ne veut pas forcément dire film qui fait peur. Oui. Il y a tout un tas de films d'horreur qui sont classifiés horreur parce qu'ils abordent des thématiques liées à l'horreur, des choses comme, je sais pas, la mort, les fantômes, les incantations, ce genre de choses. Mais c'est un domaine très très vaste. Ouais. Comme on va le voir, je pense, pendant cette émission, peuvent être classifiés comme horreur, même si pas forcément. Ouais, on ne pensait pas horreur, à la limite un peu peut-être des éléments horrifiques, mais ça peut carrément aller direct à l'horreur, quoi. Donc du coup, tu aurais des exemples, tu aurais des films à aborder ? Le premier exemple qui me vient spontanément en tête, ce serait du coup par exemple Le Premier Saut, qui est souvent noté comme étant un film d'horreur. Alors qu'en fait, finalement, c'est plus une sorte de thriller policier. Il a obtenu son statut de film d'horreur suite à toutes les suites qu'il y a eu, qui, elles, versent dans l'horreur. Mais du coup, voilà, spontanément, quand on pense au Premier Saut, quand on parle du Premier Saut aux gens, la première chose qu'on va nous dire, c'est « Ah oui, film d'horreur, de torture et tout ça », alors que, pas forcément. Oui. Le Premier Saut, qui est un film que j'apprécie beaucoup, d'un réalisateur James Wan que j'apprécie qui pour le coup lui est bien connu du monde de l'horreur, quoi. Pour ses films d'horreur, oui. Ouais. Mais voilà, c'est Le Premier Saut, c'est un film qui marque par sa tension, qui marque par ses personnages, quelques scènes explicites qui sont très rares mais qui sont juste là pour donner vraiment le ton du film. Mais sinon pour tout le reste du film, c'est grosso merdo 2 personnes qui parlent dans une salle de bain, quoi. Enfin, ça va pas plus loin. Oui, c'est le pitch vraiment. Voilà, ça fait partie, par exemple, de ce genre de film qu'on pourrait classifier dans horreur, alors que quand on regarde la fiche technique, c'en est pas forcément. Beaucoup de gens les genres vont plutôt avoir tendance à le classifier dans un thriller policier. Après, ça reste très quand même psychologique, je trouve. Donc vraiment ce choix de 2 personnes qui doivent s'entretuer ou pas. Mais en plus, avec une ambiance très pesante aussi. Ouais. C'est très glauque, il y a pas beaucoup de lumière, c'est une ambiance très pesante, oui, en effet, et c'est quelque chose qu'on associe du coup spontanément au film d'horreur. Mais en vrai, je le qualifierais quand même assez horreur, parce qu'il y a dans Saw, il y a ce truc toujours très un peu christique ou de religion, tu vois. Littéralement, c'est un personnage qui fait faire affronter psychologiquement 2 autres personnages, et il y a quelque chose du choix et du regard un peu au-dessus, tu vois, du regard jugeur et du regard ils sont observés. De toute façon, même déjà de base, quand tu regardes, quand tu suis la philosophie du tueur des Saw, sa philosophie, c'est les gens gâchent leur vie et du coup, ils se contentent pas de ce qu'ils ont, quoi. C'est ça, et je leur offre une opportunité d'apprécier la vie. Oui. Mais du coup, ça veut déjà dire de base que
tu portes un jugement sur des personnes en disant que cette personne-là n'apprécie pas assez sa vie Mm. selon des critères arbitraires. Quoi. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, ouais, il y a tout ce truc de la sentence. Mm. Genre, il inflige de la torture, il inflige des psychologiques ou tant bien que physique. Mais... Même si, ce qui est intéressant, c'est que, et ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt du personnage, c'est que il y croit à sa méthode. Mm. C'est-à-dire que lui a failli mourir, il est passé à 2 doigts de la mort, il s'est retrouvé un goût pour la vie, et en apprenant qu'il avait un cancer, il s'est dit bon je vais faire la même chose avec des personnes où j'estime qu'elles gâchent leur vie pour essayer de leur donner une nouvelle chance. Bon ça marche pas super bien, mais il y a tout un truc rédempteur. Genre il est là, il veut établir la rédemption un peu pour chacun, quoi. C'est vraiment il se prend pour Dieu, quoi. Et c'est un peu, il y a un peu un aspect, oui, comme ça. C'est un peu une des grosses thématiques aussi des films d'horreur, qui est souvent liée à la religion en général, et donc du coup que ça soit Satan ou Dieu ou je ne sais quoi, il y a toujours quelque chose de très christique, de très comment dire, pas spontané, mais de fatal. Oui, c'est ça, en fait. Dans Saw, t'as du coup, Jigsaw, il prend vraiment cette position, en fait, de un peu, voilà, c'est le pardon divin, etc. Et il prend cette position-là, et je trouve ça super intéressant, en fait, parce que finalement, oui, il prend cette position alors que c'est clairement pas, en fait, sa place. Et je pense que ça critique aussi beaucoup de choses. Je pense que ça critique aussi beaucoup cette manie de l'Église américaine de prendre ce dessus, de dire que c'est eux-mêmes qui doivent apporter le pardon divin, et de se croire que, en fait, que des gens qui pensent pouvoir juger les autres. Et je pense que ça critique, en fait, fortement une partie du fonctionnement, en fait, de l'Église aux États-Unis, une partie qui est souvent malheureusement très qu'on entend beaucoup, et c'est dommage. L'horreur, c'est un peu obvious, mais genre c'est très sociétal. MDR, le cinéma est politique, bonsoir. Mais surtout dans l'horreur, du coup, genre vraiment ça veut rétablir des choses, quoi, et accuser. Surtout, d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on se rend souvent compte dans les films d'horreur que finalement l'Église a une prédominance, joue toujours un rôle assez important. Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a les films où l'Église te sauvera. Il y a les films où l'Église ne te sauvera pas. Et il y a les films où l'Église, elle est là, mais en fait, elle est complètement impuissante et elle sert à rien. Mais c'est aussi intéressant parce que peu importe, au final, la position que tu prends vis-à-vis de l'Église dans ton film, ça dit quelque chose sur ta manière de penser, sur la vision que tu as, finalement. Généralement, dans l'horreur, la religion, il faut pas s'y approcher. C'est comme dans la fin de Rosemary's Baby, du coup, où vraiment c'est du coup littéralement le satanisme. Ouais, c'est ça, le satanisme, il est très présent dans beaucoup de films d'horreur, et c'est une mécanique qui fait assez peur, je pense. Mais c'est vraiment la peur primordiale. La peur du surnaturel, la peur de ce qu'on comprend pas, de ce qu'on connaît pas. Et c'est ça, les religions, c'est quelque chose de presque surnaturel finalement, et donc c'est pour ça que ça marche bien dans les films d'horreur. C'est sûr que, cela dit, historiquement, les religions ont toujours utilisé la peur, en fait, pour qu'on adhère à ces dernières. Donc c'est sûr qu'en fait, c'est pas étonnant que ce soit un thème si récurrent, ou même que les sectes, sans faire l'amalgame, les religions sont des sectes, mais je veux dire que par là, que même c'est toujours quelque chose qui est utilisé pour qu'on adhère. La peur a toujours été utilisée pour qu'on adhère à une idéologie, à quelque chose en particulier, et donc notamment aux religions. Donc, pas depuis tout le début de l'art, quoi. Depuis toujours. Et même, moi j'aime bien notamment le film Aksan, du coup, le film suédois qui date de 22. Ouais. Déjà parce que ça évoque, c'est presque un film documentaire, une sorte de représentation documentaire quasiment universitaire, hein. Et notamment parce que ça illustre, moi j'aime beaucoup les codes de la sorcellerie, je trouve que c'est inépuisable dans l'esthétique, et en général du coup j'aime beaucoup les films d'horreur qui font appel à ces codes là,
Et pour le coup, Aksan, c'est central parce que le titre du film, c'est... Ça raconte quoi, Aksan, exactement? Du coup, Aksan, c'est une sorte... c'est presque une étude, en fait, avec des scénettes. Et il représente la torture, bien notamment de sorcières, de sorciers, la peur, comment la peur justement a été utilisée par les religions. Et du coup, il y a énormément, en fait, ça marche vraiment par scénettes. Et du coup, il y a des reconstitutions, en fait, d'incantations sorcières, etc. Et du coup, c'est plus aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, il y a une sorte de culte autour du film. On sait tous autour de cette table. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment un film super important à regarder encore aujourd'hui parce qu'il fait appel à plein de codes qui sont encore énormément utilisés aujourd'hui dans les films d'épouvante, alors qu'en 22, on n'avait pas encore la conscience du genre de l'épouvante. Ouais, c'est fondateur, quoi. Oui, voilà, exactement. Et puis surtout qu'aujourd'hui, il y a aussi en anglais on dit une aesthetic des sorcières ou du witchcraft en général. Et du coup, c'est un film dans lequel on peut encore, quand on adhère à cette esthétique-là, dans lequel on peut encore totalement se retrouver, quoi. De toute façon, c'est dans l'horreur ou religion, c'est très moral en soi. On peut très bien apprécier le film pour ses qualités esthétiques, tout ça, sans adhérer forcément à la morale du truc. Je sais pas exactement ce que c'est la morale, ça y adhère ou ça repousse? Ça, par rapport à la religion ou par la rapport religion. Pour moi, ça met plus en avant, c'est presque critique envers la religion. Enfin, pas forcément critique envers la religion, mais ça met en évidence, en tout cas. Tout point sombre un peu. Voilà, je sais pas si toi tu l'as vu. Non, j'ai vu des extraits, beaucoup d'extraits, mais pas en entier. Du coup, moi je l'avais vu en entier, et pour moi, c'était plus qu'une critique. Au-delà de ça, je dirais que c'est presque plus une mise en évidence, en fait. C'est vraiment un apport de preuve. Ouais, voilà, exactement, ouais. Okay. De comment on a utilisé la peur pour arriver à ses fins, en fait, et comment la aussi on a dissuasion de base, exactement, quoi. Et aussi comment on a diabolisé, en fait, certaines personnes également. Et du coup, voilà, c'est vraiment la représentation de la peur. Et du coup, moi, ce que je trouve fort justement dans Rosemary's Baby, c'est que à aucun moment le film ne prend parti pour si tout ce qui se passe est vrai ou faux. À la fin, on ne sait pas si Rosemary, justement, du coup, a accouché du fils du diable ou pas. C'est quand même bien suggéré que si, j'ai trouvé. Justement, non. À aucun moment du film, on voit donc d'images d'horreur, des images explicites. Ouais. Et tout est suggéré. Et c'est ça aussi qui est... La suggestion, merci monsieur le Cécias. Alors, la monstration et la suggestion, peut-être qu'on abordera ça au fur et à mesure de l'émission, on vous expliquera un peu. D'ailleurs, tant qu'on est sur le sujet d'horreur et de religion, j'aimerais aussi souligner le fait que... alors, il y a beaucoup de religions dans les films d'horreur, et c'est surtout en grande partie de la religion chrétienne. Oui. Après, c'est parce qu'on est, habitué aux films d'horreur ricains de base, et que forcément... Justement, chez James Wan, dans Conjuring, le personnage de la nonne, qui justement une incarnation vraiment d'un personnage religieux. Et en vrai, dans le cinéma de James Wan, il y a quand même beaucoup de thématiques chrétiennes, il y a beaucoup de personnages qui sont... Mais oui, en fait, c'est vraiment un truc qu'on voit en fait dans le cinéma américain, comme tu disais, Kylian. Tout son univers, le Conjuring-verse, tout ça, c'est vraiment à la base christique, quoi. Déjà que en plus les personnages dont c'est inspiré, du coup les deux enquêteurs, les Warren, ouais, qu'on suit du coup dans tous les Conjuring, ce sont bel et bien des religieux, c'est-à-dire ce sont des gens qui vraiment ont cette volonté de purifier en fait le monde du mal qui peut et du diable qui peut se cacher un peu partout. Et c'est quelque chose qu'on voit énormément effectivement dans le cinéma d'horreur américain. Après, je pense aussi que c'est parce qu'on est très habitué à avoir majoritairement des films, comme tu l'as dit, américains, mais en fait surtout occidentaux. Déjà des films, et en plus des films d'épouvante occidentaux, nous on connaît pratiquement que ça. Et mais après j'ai vu assez peu de J-horror, de films d'horreur japonais. Je sais pas si la religion est tant que ça un thème central dans les de ce que j'ai japonais. vu, moins, ouais. Que ça soit Darkwater ou Audition, là je me rappelle vite fait. Non, et sous quel prisme c'est plutôt abordé, je sais pas trop, mais... Alors le Japon, c'est encore un peu différent de ce que je connais du cinéma japonais.
on est plus autour de thématiques de revenants et de donner des raisons aux revenants. Dans Darkwater, ouais, c'est vraiment, Même vraiment ça. The Grudge, Ring, tout ça, c'est plus une question. Là, enfin, les films japonais, d'horreur japonais que j'ai vus, en tout cas, on éloigne plus la thématique de la religion pour plus essayer de créer des sortes de personnages horrifiques, un peu empathiques. Ring, c'est une question de vengeance aussi, beaucoup, si je m'en souviens bien. Ça fait très longtemps que je l'ai vu. Donc, ouais, pareil, c'est pour ça, mais je crois qu'il y a vraiment cette thématique de la vengeance et d'en fait d'essayer en fait des revenants qui essayent de eux-mêmes, en fait, on revient surtout là, en fait, de purifier en fait le monde, de faire leur justice. Et là ouais, c'est ça, c'est des revenants qui essaient de faire leur justice et d'essayer de rendre techniquement c'est vraiment une question de purification, de vengeance, etc. En tout cas, dans The Ring, si je me souviens bien, il y a une question de vengeance. Mais oui, c'est vraiment le christianisme et le cinéma d'horreur, c'est très lié au cinéma occidental. Hein. Ça, et même, ce que je trouve aussi dommage, c'est que quand le cinéma occidental essaie de s'intéresser un peu à d'autres cultures, je pense notamment à Chucky, par exemple. On a des cultures un peu africaines avec le vaudou et tout ça, mais de un, c'est ultra sous-exploité, et de deux, c'est surtout très mal compris. C'est plus c'est des éléments exotiques que les gens ils connaissent pas, du coup ça fait peur parce que le début de l'Exorciste, genre où la menace est là, pour le coup ça me revient direct parce on parle que de l'Occident tout à l'heure et pas beaucoup du Moyen-Orient, on va dire, mais là pour le coup la menace au début du film, ça vient je sais plus exactement de quel pays. Mais c'est pas Jérusalem justement? Je sais plus. Il faudra voir, mais en tout cas, c'est sûr que c'est le Moyen-Orient, et pour le coup, là, ça avait établi quelque chose, quoi. Mais après, c'est pareil, l'exorcisme, c'est quoi qui vient de sauver? C'est le christianisme. Ouais. C'est le prêtre chrétien qui vient faire l'exorcisme, quoi. Ouais. Comme chez les Warren, du coup, chez James Wan, c'est pareil, c'est la chrétienté qui vient purifier du démon. Mais bon, le cinéma d'horreur donc ne se résume pas au christianisme. Il y a heureusement. Donc il y a plusieurs autres façons de faire peur au cinéma, et dont une des façons aussi les plus récurrentes, c'est la peur de l'humain. La folie, c'est des émotions qu'explorent souvent les films d'horreur. Mais c'est pour ça que là, du coup, je trouve que la définition en fait de film d'horreur peut être très 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 large, parce que en fait la peur de l'humain, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de films. Et du coup, je pense qu'il y a des films que l'on qualifierait pas forcément de films d'horreur parce qu'ils n'utilisent pas forcément les codes esthétiques ni le folklore en fait de l'horreur tel qu'on le connaît, ou tel qu'on le connaît dans le contexte d'Halloween, tu vois, des trucs très très visuels, mais qui sont en fait quand même plus ou moins des films d'horreur. Bah typiquement, par exemple, de ce qui est sorti il y a ces 10 dernières années, il y a Grave de Julia Ducournau. Ouais. Pour beaucoup de gens, Grave, c'est pas un film d'horreur. Et je comprends pas comment, parce que pour moi, c'est à 1000% dans le style de l'horreur. Bah, pour le coup, par exemple, Titan, ça reprend... Alors, il y a pour plein de gens aussi, Titan, c'était pas... Ils aiment bien dire film de genre, parce que je crois qu'on n'aime pas trop dire en France que c'est un film français d'horreur. Parce qu'en fait, on n'aime pas... Du coup, pas... film de genre, ça fait un peu plus stylé, quoi. Enfin, on n'aime pas légitimer le cinéma d'horreur. C'est un peu plus poseur de dire film de genre, et puis c'est un peu fourre-tout, ça veut tout et rien dire. Mais Titan, par exemple, j'en parle parce que c'est le plus récent, c'est celui qui a eu la Palme d'Or, et en plus c'est réalisé par une femme, donc il y a très peu de films d'horreur réalisés par des femmes, mais c'est clairement un film d'horreur. Et il y a des films qui sont moins films d'horreur, qui sont qualifiés de films d'horreur. Bah après, dans le terre-à-terre du danger humain et de ce qu'il y a le plus connu avec Hitchcock, tout simplement, genre vraiment les menaces de ces personnages masculins qui sont filmés ils sont mystérieux, ils sont psychopathes, mais en soi c'est vraiment tout dans la mise en scène, quoi. Ouais. Mis à part les Birds, du coup, qu'on a regardé il y a pas longtemps, et qui du coup lui vraiment par rapport à la filmo d'Hitchcock, je trouve que ça prend complètement à contre-pied tout ça, où c'est vraiment je le vois plutôt comme vraiment un film de zombies je suis d'accord, d'Hitchcock, tout simplement, mais voilà, avec les oiseaux, mais aussi un peu presque dans Vertigo aussi, parce que il y a ce côté, en plus dans Vertigo il y a vraiment un côté presque surnaturel, hein.
et qui est, je trouve, profondément lié à l'imaginaire de l'horreur. Donc après, souvent, on cite Psychose. Ok. Parce que, en général, on va dire, oui, Psychose, c'est un film d'horreur, ou c'est un film d'épouvante, ou c'est un thriller horrifique. Mais en fait... Souvent appelé à tort slasher. Mais ça viendra beaucoup plus après. Ouais, du coup, après, oui, ça qualifie... Enfin, c'est plus à posteriori, je pense qu'on le qualifie... Enfin, oui, parce que en de fait, toute façon... quand on essaie de retracer l'histoire du slasher... Ça naît dans les... Enfin, le slasher, c'est les années 80, donc ça... Définissons le slasher. Définition du slasher. Un tueur qui tue des gens à l'arme blanche. Voilà. Et le tueur vient masqué. Ou alors en caméra subjective. subjective. Enfin, souvent, Parce qu'il aime bien tuer. Si, il y a souvent, toujours, il est un peu psychopathe quand même. Il y a toujours quelque chose de général, c'est parce qu'il a un conservateur chez le tueur, quoi. Bonjour, comme nous avons appris en cours, il tue les gens qui baissent et qui ne sont pas mariés. Voilà. C'est terrible. Prennent de la drogue. Oh non, la drogue. Ça tue. Mais du coup, et pour en revenir à Psychose, enfin, moi, je trouve ça entre guillemets marrant qu'on le qualifie de slasher a posteriori parce que, enfin, pour moi, il n'a rien d'un slasher. Enfin, oui, si, ok, il y a le côté un peu ambigu autour du personnage du tueur, quoi. Et puis le fait que, du coup, quand il tue, on ne voit pas. Le Code Eyes. Parlons Voilà. du Code Eyes. On ne voit pas son visage, mais pour des raisons évidentes de plot twist en fait. Mais et du coup, oui, je pense que c'est plus pour ça. Enfin, pour moi, ça peut pas être le premier slasher. Mais je pense que c'est plus une question de, on essaie de retracer les influences. De toute façon, les influences du slasher, ça va dans la littérature, dans le cinéma. Il y a du cinéma italien, il y a du cinéma américain. Bien sûr, ouais. Donc c'est vraiment un peu. Je pense que quand on cite Psychose comme slasher, c'est vraiment un peu ce côté essayer de retrouver qu'est-ce qui ont fondé le slasher moderne. Oui, ouais. Après, moi je ne fais pas partie des gens qui c'est une pensent multitude non de choses, plus, quoi. Ouais. Mais après, je veux dire, je pense pas que Hitchcock ait été le premier à filmer en hors-champ. Enfin. Des gens qui tuent des gens qui tuent. Enfin, dans plein de films, on peut parler de plein de films où on est témoin. Enfin, le spectateur est témoin d'un meurtre ou même plein de films qui ne sont pas d'horreur. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Bah voilà, oui. Des films noirs où il y a quelqu'un qui se fait tuer et en fait, ça se passe enfin, on ne voit pas le tueur, quoi. Donc, et pour autant, c'est pas des slashers. Enfin, pour autant, on les qualifie pas de slasher. Donc, je vois pas trop, mais du coup, tout ça pour dire que pour moi, Hitchcock, c'est souvent on cite Psychose dans les films d'horreur, mais en fait, ou des films d'épouvante ou thriller horrifique, je sais pas comment on veut l'appeler, mais pour moi, c'est pas le premier coup d'essai de Hitchcock dans le genre, quoi, presque. Bah, pour le coup, le film, ton film. Pour le coup, le voyeur, de Powell. il est très Hitchcockien, du coup, j'ai trouvé, vu que c'est exactement la même période, et je crois qu'ils ont sorti Psychose sur la même année, je crois, en 1960. C'est tout début 60, ouais. Donc, mais du coup, pareil, ce que je trouve... Enfin, moi, j'adore le voyeur, vraiment, et puis surtout, je l'adore, et je trouve que même si on n'aime pas le film avec le recul, on peut quand même lui trouver... Enfin, on peut pas renier toutes les influences, tout l'impact en fait que ce film a eu de toute façon, même si on ne l'aime pas en tant que film, je sais pas. Voilà. Ça fait partie du top 10 des films d'horreur les plus inspirants, ouais. Ouais, des meilleurs films d'horreur. Ouais, clairement. Tu le retrouves dans toutes les listes, quoi. Et en plus, celui-là induit une thématique que moi j'aime bien dans les films d'horreur, en fait, c'est dans les films d'épouvante, c'est la peur de l'autre. Plus que la peur du surnaturel, la peur de la religion, la peur de... en fait, je trouve que c'est tout simplement la peur de l'autre, c'est ce qui est le plus intéressant, en fait, en tout cas selon moi, dans les films d'épouvante. Pour le coup, pour raconter vite fait l'histoire du voyeur, c'est un mec un peu obsessionnel qui veut devenir réalisateur et qui veut absolument faire son film, mais du coup, en créant de vraies émotions aux actrices qu'il filme et qui va tuer du coup, les mettre en rapport avec leur propre horreur et leur propre vu que du coup elles se voient en train de mourir à travers une caméra ou un miroir, je sais plus. Mais il utilise un miroir à côté. Ouais. Donc c'est vraiment l'horreur fondamentale et filmée directement. Mais ce que j'ai bien aimé aussi dans le voyeur, c'est que ça nous renvoie à notre
propre voyeurisme. Genre, Oui, bien sûr, ça nous renvoie à ça et à que nous aussi, on est peut-être le monstre de l'histoire. Ouais, à voir tout mais ça. en fait, je trouve que aussi, le voyeur nous remet beaucoup en question nous-mêmes. Mais après, aussi, le truc que peut-être on a oublié de dire aussi par rapport au voyeur, pour ceux qui connaissent pas le voyeur, c'est que du coup, en fait, le gars, c'est un mec super lambda, assez discret. Comme quand on voit dans les reportages aujourd'hui, le voisin, il a tué toute sa famille. Ah bah, c'était une super personne, franchement. Oui, Bon chic, bon genre. Pour ça. Il a acheté ses croissants à la boulangerie. C'est ce même type de gars, quoi. Et le mec qui fait pas un bruit, pas un mot plus haut que l'autre, et en fait, en privé, il trafique une caméra avec laquelle il ajoute une lame, en fait, et il tue ses modèles. Et personne ne le soupçonne parce que le mec n'a pas l'air bizarre. Alors que pour le coup, un mec qui fait ses propres photos dans cette pièce rouge, aujourd'hui, c'est très, très flippant. Ouais. Mais de toute façon, les pièces rouges, c'est très flippant. Les pièces rouges comme ça, les mecs qui font leurs propres photos, c'est flippant. Les pièces rouges au cinéma d'horreur, c'est pas une bonne chose. Quand il y a du rouge, c'est pas bien. De toute façon, tout ce qui est pas le soleil dans le cinéma d'horreur, ça fait pas. Mais de toute façon, le voyeurisme, qui est quand même un thème super récurrent au cinéma en général, c'est un thème qui est très souvent quand même lié à des notions horrifiques, même dans les films qui ne sont pas d'horreur. Ça me faisait penser, alors tu parlais de films qui questionnent la moralité juste avant, ça m'a fait penser à un film que j'aime beaucoup qui s'appelle The Devil's Reject, sorti en 2005 si je dis pas de bêtises, réalisé par Rob Zombie, où en fait tu suis un groupe de psychopathes qui est en fuite parce que la police les a retrouvés. Et en fait, pendant la première partie du film, tu vas les suivre en train d'aller tuer des gens, s'amuser à les torturer physiquement et psychologiquement. C'est très cru comme film. Et sur la deuxième partie, une fois qu'on t'a présenté, voilà, alors ça, c'est des monstres qui font tout ce que tu veux, ils violent des cadavres, ils tuent des gens, et voilà, tout ce que tu veux. Tu rentres dans la deuxième partie. Et tu te retrouves avec... ce mec est un type bien, finalement. C'est pas une question de type bien, mais c'est une question de... Tu les vois interagir comme des personnages normaux dans un monde normal. Et en fait, tu les vois avoir des moments de doute, tu les vois avoir des moments de tendresse et ce genre de choses. Et quand tu arrives à la fin du film, c'est très bizarre parce qu'il se retrouve petit spoiler, à se faire tuer par les policiers. Et tu te retrouves dans cette ambiance où d'un côté t'as envie que ces personnages s'en sortent, t'as envie de les voir survivre parce que tu t'es attaché à eux, et de l'autre côté tu te souviens de la première partie du film et tu te dis merde, à quel moment est-ce que je me suis attaché à ces gens-là, à quel moment est-ce que je suis passé de l'autre côté de la barrière en fait. Et oui Adrien, c'est pas bien ça fait vraiment pas bien. Je vais tuer des gens maintenant. Mais justement c'est un enjeu dans le voyeur parce que en fait on arrive à avoir de l'empathie pour le personnage principal et notamment parce qu'il y a l'utilisation de la caméra subjective qui nous fait nous mettre à la place du tueur et en fait on a l'impression que c'est nous-mêmes qui tuons du coup les modèles. C'est encore le cinéma qui nous confronte à notre propre morale quoi. C'est ça. Et du coup je sais que le film avait été beaucoup décrié notamment à sa sortie parce que on trouvait ça immoral en fait de forcer le spectateur à être complaisant en fait envers le personnage principal. Pour le coup c'est au spectateur de faire sa propre complaisance. C'est ça, mais en fait c'est le piège et tout le film est à ce sujet en fait. C'est regarder comment c'est facile en fait de tomber dans le piège d'être complaisant ou d'avoir de l'empathie pour un personnage alors qu'il fait les pires atrocités du monde quelque part. Et du coup, c'est aussi regarder comment on peut être très loin de savoir tout sur tout le monde. Et du coup, voilà. Et je veux dire, cette problématique-là, elle était peut-être un peu moins, elle était moins sous-jacente dans les films d'épouvante avant 60. Et du coup, c'était aussi des films d'épouvante qui étaient un peu moins réalistes parce que là, du coup, pour le coup, le voyeur, ça s'inscrit vraiment dans un réalisme, dans une réalité, dans un quotidien. Parce qu'en fait, le Peeping Tom, c'est le voisin, quoi. Pour le coup, là, je pense on a fait le tour sur les menaces un peu humaines, tout ça. Et ce que je voulais parler, je vais vraiment faire un 360 du coup, et parler plutôt du cinéma de monstres avec Carpenter.
Donc The Thing de Carpenter. Et pour le coup là, l'horreur, elle est plutôt abordée de façon politique. Genre tout ce qui est cinéma de monstres fait en Amérique entre la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 90 à peu près. Et tout ce qu'on verra, que ce soit en zombies ou monstres, ce truc le danger est vraiment politique par rapport du coup au capitalisme et au communisme et tout ça. Donc, Oui, en fait, c'est alors The Thing du coup de Carpenter, c'est un remake d'un film qui est beaucoup plus vieux. Je crois que c'est date des années 50 le The premier. Thing from Another World, ouais. Et en fait, les films d'invasion extraterrestre de l'époque, en fait, en fait, c'est des films qu'il faut pas prendre en fait au premier degré. Quand on parle d'invasion, c'est pas une invasion d'extraterrestres qui parle en fait, c'est comme tu parles, c'est l'invasion soviétique en fait. Et la peur. Et la peur aussi d'une guerre nucléaire. C'est pour ça qu'il y a des films genre Tarantula où c'est justement c'est une araignée géante. Et c'est cette peur de la guerre atomique en fait. Et il y a un des films justement qui aborde justement qui est souvent utilisé pour parler de justement de cette peur de l'invasion, c'est The Day the Earth Stood Still. C'est un film, c'est l'image qu'on connaît tous de l'énorme robot là qui sort de la soucoupe volante. Moi j'ai pas perso, mais en tout cas c'est assez iconique des années 50. Et en fait ce film là est souvent utilisé parce que justement celui-là c'est vraiment dans ses thèmes, c'est cette peur justement d'une invasion soviétique possible, et beaucoup de ces films de cette période là vont faire. Et justement c'est très intéressant que Carpenter ait décidé de faire un remake justement de ça, parce qu'en fait la thématique là on la retrouve presque pas, je pense, dans le film de Carpenter finalement. En fait de l'invasion soviétique, je pense parce que en fait c'est pas ça. Genre j'ai pris ce film comme exemple, mais pour après contrecarrer l'exemple, parce que du coup oui, tous les films de monstres etc, c'est le communisme, c'est les méchants, c'est la peur. Mais de ce que j'ai lu, en fait là du coup on est dans les années 80. Dans les années 80, en fait, plus qu'une idée, tu vois, une idée qui est transmissible comme le communisme, là, je crois que c'était plutôt l'allégorie du sida. Et qui est aussi un concept transmissible et qui ne doit pas sortir de la terre où il est censé, tu vois. Donc là, c'est plus cette idée-là, vraiment. Donc du concept. Oui, la peur d'une maladie virale, etc., c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant avec les films de monstres, justement, c'est que tu peux faire plein d'interprétations de ce truc, et elles peuvent toutes être justes, finalement. Il peut y avoir une idée de base que le réal aurait dit, mais tu peux te faire ta justification toi-même, tu vois. Genre là, littéralement, The Thing, ça se passe en Antarctique, un pays froid, où du coup l'invasion de base elle est spatiale, donc un concept qui est tellement loin, tu vois. Donc par exemple pour les ricains qui est le communisme, qui vient forcément d'un autre monde. D'ailleurs, dès le début du film, il est très années 50 justement. Je pense que c'est très dommage de Carpenter à cette période-là, parce que vraiment la scène d'introduction de The Thing, si vous l'avez vu, je sais pas si tu l'as vu, Adrien, The Thing. Oui, je l'ai vu, j'adore ce film. Et donc la première séquence du film, c'est littéralement une secoupe volante hyper cliché qui arrive sur Terre. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est complètement en fait en désaccord avec le réalisme en fait du reste du film. Et je pense que c'est plutôt de la question de l'hommage par rapport à la version originale peut-être. Après, un réalisme dans The Thing, c'est un big monstre dégueulasse quoi, de base. Alors, moi, le truc que j'aime beaucoup dans le cinéma de Carpenter, personnellement, c'est le fait qu'on retrouve vraiment ce côté menace omnisciente. Enfin, menace inarrêtable, quoi. C'est-à-dire que quand on prend Halloween, The Thing, Battle for Los Angeles, je crois, c'est... Christine aussi. Fog. Oui, The Fog, Christine, pareil. Fog, Prince des Ténèbres aussi. Ouais, c'est toujours des films où on se retrouve face à une menace que les personnages ne peuvent pas arrêter, ou ne peuvent pas... c'est le mal pur à chaque fois, en fait. Et c'est toujours une question de comment est-ce que les personnages vont s'en sortir vis-à-vis de cette situation, en fait. Sachant que tu ne peux pas arrêter le monstre, ou tu ne peux pas arrêter la chose. Parce que le monstre est déjà là, quoi. Il est déjà là, et on prend The Thing, par exemple, c'est un monstre qui passe son temps à muter.
même si on met de côté Et la c'est vraiment, théorie, c'est vraiment un côté parano en plus Oui. du qui est le monstre, est-ce qu'il est humain, est-ce qu'il qui a succombé dans nos potes ou dans nos connaissances. Hein, qui c'est s'est vraiment- fait avoir. Ouais. Ouais. Donc c'est plutôt très intéressant. Donc en plus j'ai vu il y a hier, non pas hier, avant-hier, Los Angeles Invasion. Ah oui, ouais. Celui-là, je l'avais vu. Qui pour le coup vraiment Je l'avais vu en projection en plus. c'est donc, une différence totale de comment dire d'ambiance par rapport à je crois qu'il l'a fait à la même période que The Thing en plus, mais C'est plus tard dans les années 80. plus tard dans les années 80. Mais du coup au début quand j'avais regardé The Thing, que je me suis dit ok peut-être anticommunisme et tout, bon c'est un ricain normal, et finalement derrière il arrive avec Los Angeles Invasion. Du coup je me suis dit en fait non, Carpenter il est pas anticommuniste. C'est un peu bizarre. Il switcherait comme ça directement, Mais du coup, The Thing, tu disais que c'était une allégorie du sida, c'est ça? Ouais. Du virus du sida, ouais. bah, qui est arrivé au même moment quoi, dans C'est sorti en quelle année, The Thing, justement? 80. En 80 pile? Ouais, je crois. 82. 82. Ok, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est quand même assez étonnant parce que du coup, certes, le sida est arrivé dans les années 80 et pendant très longtemps, c'était un sujet justement très très tabou dans lequel. Et justement, tu peux. Justement, ouais. Tu l'abordes de façon. Et dont on nous parlait très peu, et notamment, par contre, tout le monde était concerné. Enfin, justement, quand tu écoutes des témoignages ou des documentaires sur cette période-là, tout le monde connaît, enfin quasiment tout le monde en fait connaissait quelqu'un qui était atteint du sida, voire même qui en est mort. Mais c'était quand même quelque chose dont on ne parlait pas en fait. Et pourtant tout le monde était concerné, ou tout le monde connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Et du coup tu parlais aussi de cette menace en fait inarrêtable. Mais c'est pour ça que je pense que l'horreur c'est une source inépuisable en fait d'analogie, parce que en fait parce que tous chaque période a sa peur quoi. Chaque période période a sa peur, et puis surtout en fait on est mais c'est une peur aussi de se dire que on ne peut rien empêcher en tant qu'humain. Enfin je veux dire on ne peut pas empêcher en tant qu'humain individuel, tout seul en tant que citoyen on peut pas empêcher une guerre, mais de toute façon on ne peut pas empêcher les virus, on ne peut pas empêcher les catastrophes environnementales, etc., etc. Et là d'ailleurs je pense que le gros sujet, et ça l'est déjà quand même un peu plus ou moins, mais la grosse analogie qu'on a de plus en plus dans les films d'horreur, en fait, c'est cette peur en fait de la catastrophe environnementale. Oui. Et c'est déjà sous-jacent, enfin c'est déjà quelque chose, même je pense que c'est un sujet qui était même déjà assez précurseur en fait dans le cinéma. De l'intelligence artificielle de l'intelligence artificielle, ouais. Mais je pense que la peur de la catastrophe environnementale, elle est déjà bien présente dans beaucoup de films d'horreur avant même qu'on la représente dans des films plus réalistes. Après, disons que le cinéma d'horreur, c'est aussi pour ça que c'est mon cinéma préféré. C'est parce que je pense que le cinéma d'horreur, c'est... Alors j'ai toujours tendance à dire que c'est le cinéma le plus facile à faire et le plus dur à réussir. Parce que, en fait, quand tu fais un film d'horreur, t'es obligé d'insuffler de ta personne dans le film. Parce que tu parles de peur et forcément, tu dois parler de tes peurs. Ou des peurs de ce qui te fait réagir, de ce qui toi te fait peur. Un réalisateur qui fait un film d'horreur où il parle de sujets qui ne le touchent pas, c'est pas un bon film d'horreur, parce que la peur et l'horreur, c'est des choses qui sont très personnelles déjà de base, et t'as des gens qui vont avoir peur face à certaines situations ou face à certaines choses, et d'autres personnes qui vont pas du tout avoir peur. Mais oui, il y a vraiment cet aspect où quand tu dois toujours avoir un peu une raison, j'ai envie de dire, ou quelque chose que tu as envie d'aborder dans un film d'horreur, un sujet que tu as envie d'aborder implicitement ou explicitement. Parce que si tu essaies juste de balancer des trucs aléatoires pour faire peur avec des screamers à droite à gauche, ça marche pas et personne n'adhère à ton film en fait. Alors que si tu as des thématiques personnelles qui sont dans des peurs personnelles, t'as peut-être plein de gens qui ne vont pas adhérer à ces peurs et qui vont pas apprécier le film, mais tu auras toujours une partie de la population qui va se reconnaître dans ces peurs-là et du coup qui va rentrer dans le film. Par rapport en faisant un contraste avec la comédie, tu vois, la comédie est propre à chaque pays, parce que chaque pays a sa propre culture de comédie, ses propres rêves, alors que la peur, elle est universelle, tu vois. C'est quelque chose qui n'est pas facilement quantifiable en fait. Et non, et puis surtout, là, du coup, on pourrait se questionner aussi sur les sources de la peur et sur pourquoi, en fait, on a peur, parce
parce qu'en fait on a souvent tendance à dire que on a facilement peur de ce qu'on ne connaît pas. Oui. Et d'ailleurs, ça permet de justifier parfois beaucoup de comportements assez haineux au final, encore aujourd'hui. Mais en fait, je trouve ça pas forcément très vrai. Parce que je pense qu'en fait, on a fondamentalement peur aussi de choses qu'on connaît. Enfin, qu'on connaît, qu'on a connues et qu'on n'a pas envie de connaître de nouveau. Et du coup, là, je vais me lancer dans un truc très terre à terre, mais en fait, c'est lié à des traumatismes très réels. Enfin, moi, par exemple, je sais que les trucs qui me font le plus peur au cinéma, au final, mais encore plus que quelqu'un qui se fait trucider de façon très explicite devant une caméra, c'est trucider dans le cinéma, hein, pas trucider littéralement. Non, mais je veux dire plus qu'un film d'horreur très monstratif et très explicite qui montre quelqu'un en train de se faire torturer ou tuer, ce qui est déjà très horrible, hein. Moi, en fait, ce qui me fait fondamentalement peur, c'est des choses des situations dans lesquelles je me sens proche et je me dis ah oui, en fait, ça pourrait vraiment m'arriver vraiment quand je sors du cinéma là maintenant. Donc notamment, après voilà, ça va évoquer des choses très personnelles parce que tout dépend de qui on est, de quel genre on est, déjà si on est un homme ou une femme. Parce que moi je suis une femme, donc tout de suite je vais penser aux violences sexuelles, aux violences sexistes, aux agressions sexuelles, aux viols. Mais ça peut être aussi un paramètre différent selon notre classe sociale, selon notre passé familial aussi, si on a vécu, si on est, disons... susceptibles par exemple de vivre des violences intrafamiliales. Moi je connais des gens qui ne peuvent pas, enfin j'ai connu des gens qui ne peuvent plus en fait regarder des films qui ne sont pas forcément d'horreur mais qui sont des films dramatiques où il y a des scènes de violence intrafamiliale. Parce que pour eux en fait c'est le truc qui fait le plus peur au monde, mais parce qu'en fait ils l'ont connu, où ça a été une ambiance très sous-jacente chez eux en fait. Quand ils étaient petits. Et du coup, c'est aussi là que je trouve que la limite entre film d'horreur et puis comédie ou film dramatique ou thriller ou ce qu'on veut est très très fine, parce qu'en fait, je pense que la définition qu'on a souvent du film d'horreur, c'est un film qui veut faire peur. Mais en fait, il y a des films qui ne veulent pas forcément faire techniquement peur, mais qui veulent faire quand même réagir. C'est pour ça qu'on a des représentations réalistes de scènes de violence intrafamiliale, de scènes de violence sexuelle. Justement, c'est pour faire réagir, en fait, et pour montrer aussi souvent une certaine réalité. Mais du coup, est-ce que ces films-là aussi ne peuvent pas être les films d'horreur de certaines personnes, hein ? Parce que je pense aussi que en fait, la notion de film d'horreur, elle est très très personnelle. Ça peut être un film d'horreur, par exemple, il y a des films très réalistes qui évoquent des violences intrafamiliales. Je prends cet exemple-là parce que je l'ai déjà pris avant, qui vont être un film d'horreur pour quelqu'un, alors qu'en fait c'est pas du tout un film d'horreur et c'est un film dramatique ou ce qu'on veut, quoi. C'est pour ça. Ouais, vas-y. C'est pour ça que je pense que ce qui fait peur aux gens aussi, donc c'est très propre à chaque époque, et c'est pour ça que par exemple le premier film qui a été projeté, L'arrivée du train en gare de La Ciotat, dans la légende, les gens ont eu peur en voyant le film arriver. En sortant, ils ont dû se dire, c'est un film... Enfin, ils n'avaient pas encore la notion de film d'horreur, mais ils se sont dit, c'est un film qui est là pour nous faire peur. Et pour surprendre, quoi. C'est ça. Enfin, je pense qu'ils ont eu peur. La surprise, c'est la peur, quoi. Ça, ouais. Et pareil, et du coup, donc, les films... par exemple, les films de guerre, je pense que pour ceux qui ont vécu la guerre ou quoi, ça... ils peuvent avoir du mal à regarder ces films. Et donc les films de guerre, ça peut être très bien des films d'horreur. Par exemple, je pense à récemment Le fils de Saul, qui montre la vie d'un Sonderkommando au camp d'Auschwitz-Birkenau. Et c'est pas un film d'horreur, mais c'est un film qui dérange profondément, qui inquiète, qui fait peur. De toute façon, tout ce qui concerne soit Auschwitz pour la Seconde Guerre mondiale ou le Vietnam vraiment viscéral du danger de la jungle, ça s'apparente vraiment à de l'horreur, quoi. C'est pour moi beaucoup. Apocalypse Now pourrait facilement être considéré comme un film d'horreur. C'est ce que j'allais en venir. Il y a beaucoup de films de guerre qui brouillent les lignes en fait entre films d'horreur et films de guerre. La guerre, c'est vraiment on va dire genre vraiment la plus grosse peur. Ouais, carrément. De tous les temps, quoi. Genre, vraiment, c'est le concept de la guerre. Je veux dire, justement, on en vient à Apocalypse Now, il y a des scènes qui sont dignes de films d'horreur dans ce film-là. Je veux dire, absolument. Il y a une scène atroce où ils massacrent une vache.
la scène est absolument atroce, et en tout cas ça se passe au milieu d'une scène où je crois il y a beaucoup de morts qui sont étalés autour, donc on sait plus ce qui est le sang de l'animal, le sang de l'homme, etc. Et en fait, je pense que c'est surtout, il veut montrer cette espèce de confusion qu'on retrouve aussi beaucoup dans les films d'horreur, essayer de perdre en fait le spectateur. Bah là, pareil dans les films de guerre, et là on essaie de montrer que les soldats en fait ils sont pas où ils en sont mentalement, ils savent pas d'où vient le danger, et voilà, tout se brouille dans leur tête en fait. Souvent, l'horreur vient aussi du coup après la guerre et les traumatismes comme du coup l'échelle de Jacob, où c'est du coup. Adrien, si tu veux laisser développer, Alors, c'était son je me film. permets juste d'aparté pour finir ce que disait Mazarine. C'est pour moi le meilleur exemple de film d'horreur qui devrait être qualifié en tant que film d'horreur, même s'il n'est absolument pas, c'est Irréversible de Gaspard Noé. Ah oui. Un film qui contient très célèbrement une scène de viol de 10 minutes, Bien sûr, ouais. qui est le film le plus terrifiant que j'ai pu voir dans ma vie parce que ça s'accroche vraiment beaucoup à la réalité. On est pratiquement sur du documentaire dans ce film-là. Et Bien sûr, ouais. pour moi, c'est peut-être le film qui m'a fait me sentir le plus mal à l'aise et qui m'a fait vraiment me sentir... où je me suis vraiment senti mal, quoi. Parce que... Mais c'est de l'horreur, entre guillemets... j'ai pas envie de dire commune, mais c'est de l'horreur réaliste. C'est une sorte d'horreur qui... Dans l'imaginaire collectif des gens, c'est pas quelque chose, c'est pas des fantômes, c'est pas des zombies, C'est quelque pas... chose qu'on peut voir dans le journal toutes les semaines, quoi. Et du coup, c'est pas comme la guerre, c'est des horreurs qu'on qualifie. Enfin, un film de guerre ne sera jamais qualifié comme un film d'horreur. Mais justement, parce que c'est un film de guerre. je vais revenir de cette notion-là, mais déjà pour reparler de Irréversible, en plus dans Irréversible, il y a vraiment... En fait, on arrive vraiment dans Irréversible à se sentir très... Impuissant. Très impuissant, tu allais le dire, mais en fait, déjà impuissant parce qu'on a l'impression, pour ceux qui connaissent la scène du viol dans Irréversible, ou même la scène, plein de scènes en fait, notamment la scène du début, en fait, la technique de Irréversible fait qu'on ne peut pas s'échapper de la scène, on ne peut pas s'échapper du film. Parce que c'est non seulement la thématique, mais c'est aussi la mise en scène du truc. Bien quoi. sûr, la mise en scène en fait fait qu'on on se sent impuissant parce qu'on est forcé de regarder ça alors qu'on ne peut rien faire, mais en plus, ça nous fait aussi nous mettre à la place de la victime, parce qu'en fait la victime elle ne peut rien faire non plus, elle ne peut pas s'échapper en fait de cette situation là. Donc en fait la mise en scène dans Irréversible elle est double, parce que de un, on a l'impression nous d'être spectateurs du viol et de se dire mais je peux rien faire pour aider cette victime et c'est horrible parce que je suis obligé d'être spectateur de ça et je ne peux rien faire, et en plus on a aussi l'impression d'être à la place de la victime, parce que si on était à sa place, en fait pareil on ne pourrait rien faire, on ne pourrait pas échapper à l'agresseur. Et du coup, je vais finir par contre sur quand tu parles en fait justement de films d'horreur et du fait qu'il y a plein de films qui pourraient être qualifiés de films d'horreur, notamment des films de guerre qui ne seront jamais qualifiés de films d'horreur. C'est ça que je regrette, parce que malheureusement, le fait que justement on n'a pas envie de légitimer le film d'horreur encore aujourd'hui, ou alors qu'on le lit seulement en fait, à l'entertainment, au divertissement, fait qu'il y a beaucoup de films qui pourraient être qualifiés de films d'horreur qui ne le seront jamais, parce qu'on trouverait ça déplacé, déqualifié de films d'horreur, parce qu'ils parlent de réalité, et notamment du coup les films de guerre, parce que les films notamment je parle même de films de guerre, des films de guerre qui sont pas du tout réalistes et qui sont... Il y a des films d'horreur qui évoquent la guerre, ça on est bien d'accord, mais je parle vraiment de films de guerre qui parlent de guerre, qui ont réellement existé, qui sont très documentés, voire même des films de guerre documentaires qu'on pourrait aussi qualifier de films d'horreur quelque part, et qu'on ne qualifiera jamais de film d'horreur, parce que tout le monde dirait mais c'est déplacé de qualifier ça de film d'horreur, parce que le film d'horreur normalement est censé être un divertissement, alors que de voir une vraie guerre qui a réellement existé, ou la représentation d'une vraie guerre qui a réellement existé et qui a fait des millions de morts, ce serait déplacé de dire que c'est de l'entertainment. Et du coup c'est dommage, parce que du coup on a une définition en fait au final dans le Commun des Mortels très limitée du film d'horreur, parce que ça va bien au-delà de l'entertainment, et en fait il y a plein de films très très réalistes et qui parlent de choses qui sont réellement passées et qui sont horribles et qui ont fait des millions de victimes et qui font encore des victimes aujourd'hui, si on parle de violences spécifiques du type violence intrafamiliale, viol, etc., qui pourraient quand même être qualifiés de films d'horreur, parce qu'en fait ils sont là aussi pour faire peur, pour faire réagir et pour faire appel à des émotions très fortes au sein en fait de notre, à l'intérieur de nous, quoi. Et qui nous rappelle aussi que l'horreur elle peut se retrouver partout, finalement. C'est pas encore une fois, comme je disais, c'est pas forcément des cimetières, des tombes, des squelettes, des monstres. Parce qu'on a trop tendance à vouloir dire oui, on regarde des films d'horreur, c'est pour s'amuser, pour se faire peur, bouh, mais en fait ça va bien au-delà de ça. Et du coup effectivement le film d'horreur, il y a des films d'horreur qui sont là juste
Pour le divertissement. Pour le divertissement, effectivement. Parfois, quand on va voir mais un en fait, comme il y a des films, mais voilà, mais c'est comme il y a justement des films problématique en soi, tu vois. Oui, aussi. Mais, enfin, on peut en parler. En tout cas, ça peut être un débat parallèle de parler de cette dimension-là. On peut chacun avoir notre avis et je pense qu'on pourrait passer des heures aussi sur cette question-là. Mais du coup, je trouve ça vraiment dommage en fait de limiter aussi la notion de film d'horreur et c'est quelque chose encore qu'on limite beaucoup, hein, l'horreur à ça, à la volonté du spectateur, mais de lui-même, hein, de se faire peur. Que en fait, quelque part, le spectateur, quand il regarde un film d'horreur, il va chercher le film d'horreur pour se faire peur. Alors, il y a des films d'horreur qui servent à ça, mais il y a aussi plein de films d'horreur, et qui sont des films d'horreur, mais qu'on ne qualifie pas comme tels, mais qui le sont, qui sont là pour faire peur, mais dont le spectateur ne cherche pas forcément de la peur dedans. Enfin, je sais pas si je suis très claire, mais... le film d'horreur, c'est le seul genre de film où, à la sortie d'une salle de cinéma, tu peux entendre des gens dire « Ah ouais, mais ça, c'était pas un film d'horreur ». Oui, ou alors je suis déçue, c'était pas assez. Enfin voilà, il y a eu plein de films d'horreur comme ça. Il y a tout un truc de sensationnalisme, mais. Bien sûr. Tu vois, quand tu sors d'un film d'action, je veux dire, que t'aies aimé ou pas le film, tu remettras jamais en doute le fait que c'est un film d'action. Alors que. Parce que ça a des codes. C'est ça. Et pourtant, il y a des films d'horreur qui sont prévus justement pour de la comédie pure. Là, on va parler de la croisée des genres. On abordait le film de guerre tout à l'heure. On en est où exactement dans l'émission là? Moi, je voulais rebondir sur ça. On a 50 000. Est-ce qu'on peut finir on fait l'horreur comédie après. Mais pour revenir sur l'échelle de Jacob, du coup, pour revenir au film de guerre, sur le champ de bataille même, donc on peut le compter comme de l'horreur. Mais aussi, du coup, les traumatismes des films de guerre de personnages qui sont aussi qui ont vécu l'enfer. Qui ont vécu l'enfer. Donc, je sais que tu voulais parler de l'échelle de Jacob. Donc, je dirais juste un truc. La scène d'intro de l'échelle de Jacob, moi, elle me rappelle énormément celle de Il faut sauver le soldat Ryan. C'est-à-dire, c'est pareil. On a des personnages qui ont les tripes à l'air, qui ont des jambes qui se font arracher, etc. Et là, on est vraiment sur une séquence d'horreur pure, quoi. Et pareil, au début de Soldat Ryan, qui était un film de guerre, qui n'est pas du tout un film d'horreur. Hein, c'est vraiment. Non, pas du tout un film de guerre, du coup. De quoi? Le Soldat Ryan, qui est pas du tout un film de guerre, mais plutôt un film d'horreur. Non, qui est pas du tout un film d'horreur, c'est un film de guerre. Mais justement, la séquence d'introduction d'Il faut sauver le soldat Ryan. Pour moi, c'est le truc le plus horrifique qu'a fait Spielberg. Mais c'est le truc le plus horrifique. Même s'il a fait Jurassic Park ou Les Dents de la Mer, le truc le plus horrifique qu'il a fait, c'est ça. Parce que là, c'est une situation qui est réelle. Genre, en fait, là, il y a les listes de Schindler aussi. Ah oui, c'est dans un autre triptyque. C'est un autre, ouais. Mais voilà, je te laisse, Adrien, parler de tout ça. L'échelle de Jacob. Alors, encore un film que j'adore. Un film que, d'ailleurs, que j'aime beaucoup parce que il détruit complètement la politique des auteurs. Ça, c'est mon gros kiff. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour les auditeurs... Salut les auditeurs. Du coup, la politique des auteurs, c'est que pour pleinement apprécier un film, il faut le prendre dans ce qu'a réalisé le réalisateur avant et après pour trouver une sorte de... Je le connais pas du tout de base, donc c'est le seul movie que j'ai. Sache que le réalisateur de l'échelle de Jacob, la plupart de sa vie, il a fait des comédies romantiques. Ah, voilà. Nickel. Et il s'est pointé un jour avec l'échelle de Jacob, du coup. Il a sorti ce film. Et ensuite, il est retourné aller faire des comédies romantiques. Et du coup, si tu partais le plus total. Le mec, il a fait un truc à exprimer. Je me retire et j'ai une idée, les gars, j'ai une idée. Il s'est levé un matin, il s'est dit le traumatisme. Mais et voilà, du coup, si on prend par rapport à sa filmographie, ce film n'a aucun sens. Mais quel film incroyable, hein, film qui a inspiré notamment Silent Hill pour les fans de jeux vidéo. L'échelle de Jacob, qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est un film du coup qui traite de la guerre, qui traite des traumatismes de la guerre. C'est ça. Qui est assez horrifique, mais je trouve qu'on n'en ressort pas avec de l'horreur. On en ressort plus avec une sorte de mélancolie, un peu, de tristesse. Ouais, de tristesse pour les soldats qui ont été drogués littéralement à leur insu, quoi. Surtout qu'en plus, si je dis pas de bêtises, c'est plus ou moins une histoire vraie, ou en tout cas inspirée de faits réels, l'échelle de Jacob. Ça sera jamais avoué, mais oui. Il y a un petit texte à la fin qui dit que en grande partie, il y a eu des drogues qui ont été bel et bien testées sur les soldats au Vietnam. Et que le Pentagone a dénié.
Ouais, et qui continue toujours de dénier de nos jours. D'ailleurs, de tout ce Bizarre, qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam, il y a une grande partie des trucs qui continuent de dénier, alors qu'il y a beaucoup de preuves qui vont dans ce sens-là. Non, mais ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire C'est un film. Ouais. On est bouche Je bée. vais peut-être le résumer déjà Oui. pour les gens qui ne le connaissent pas. Donc, on suit un personnage, donc Jacob, qui rentre de la guerre du Vietnam avec un certain nombre de traumatismes. Il a repris une vie normale depuis quelques semaines et tout ça, et il commence petit à petit à avoir des visions en fait de gens distordus, des visions un peu bizarres. Distordu comme il aurait pu voir justement à Oui. la guerre, quoi. Genre littéralement. Qui s'intensifie de plus en plus au fur et à mesure du film. Et du coup, il va essayer de retrouver ses anciens camarades de la guerre pour essayer de voir avec eux, parce que eux aussi ont ce genre de Oui, problème. parce que ça va pas. Ouais. Et puis voilà, après, bon, je vais quand même pas raconter la fin. C'est un super film, regardez-le. Bah après, ce que j'ai bien aimé aussi, et c'est pour rebondir justement au début de l'émission et de la religion et tout ça, où il y a toute une partie avec la mort de son fils qu'il y a eu avant la guerre du coup, Oui. et un peu une envolée christique et une libération à la fin, tout un concept de rédemption. Pareil. Donc, et même si tu lis plus profondément dans le film, tu peux avoir d'un côté sa petite amie par exemple s'appelle Jezabel. Donc voilà, je pense que c'est assez explicite. Oui. Son psy aussi, son psy slash kinésithérapeute, slash ostéopathe, slash un peu tout en fait. Il fait slash tout. craquage d'os. C'est médecin. Voilà. Voilà. Je trouve que c'est vraiment un sorte d'ange gardien Ouais, dans c'est le ça. film. C'est littéralement Oui, c'est Dieu en fait. C'est ça. C'est vraiment c'est la morale quoi. Ouais. Genre c'est ça, du coup C'est la bonté incarnée en fait ce personnage-là. par rapport au plot twist de la fin, ça serait sa conscience un peu littéralement. C'est son bon côté de la conscience, et Jezabel joue son mauvais côté en fait. Et t'as cet affrontement du coup entre les deux pendant le film. Mais ouais. Très bon film. Bon movie, hein. Regardez-le. C'était incroyable. On va passer sur le cinéma, la croisée des genres. Oui, aussi, voilà, la croisée des genres, Parce du coup que, aussi du coup, avec l'horreur comédie, Louis. Parce que là, si on parle de comédie d'horreur, il y a... Tout le monde sait que un genre commence par se structurer lorsque ce même genre est parodié et commence à croiser d'autres genres. Donc, Mais de toute façon, moi je trouve que dans beaucoup de films d'horreur, de très bons films d'horreur, on rit beaucoup, on rit souvent. Moi, pour avoir souvent été au festival de Gérardmer, dans à quasiment chaque séance, si le film est bon, on entend énormément de rire dans les salles. Alors que le film peut être horrible. Mais et ça, c'est un autre point de pourquoi je suis aussi fan de films d'horreur. C'est parce que pour faire un bon film d'horreur et pour que les gens apprécient le film, il faut avoir des bons personnages pour qui avoir peur. Et pour écrire des bons personnages, on peut pas balancer de l'horreur pendant 1h30 en fait. Il faut avoir des moments de joie, il faut avoir des moments de tristesse, il faut avoir des moments de doute. C'est dans les films d'horreur que je préfère, même le grand public qui est très bien fait. Si on prend par exemple les Insidious, on a une séquence d'introduction de 2 minutes où on voit un fantôme, et après pendant plus de 40 minutes du film, il n'est absolument pas de question d'horreur, il n'est absolument pas question de fantôme, c'est juste, on te présente la famille, on te présente ses problèmes, on te présente les différents individus et tout ça, et t'as un gros travail d'introduction au personnage avant de pouvoir lancer l'horreur. Bah tu vois, c'est comme Rosemary's Baby justement, on en revient encore, mais pendant 1h40 de film, il se passe absolument rien de surnaturel, d'horrifique. Non, c'est juste un couple c'est ça, la vie d'un couple, qui a pas envie de voir ses voisins quoi, genre. Est-ce que l'horreur c'est les voisins? Oui, peut-être. L'horreur c'est les autres. L'horreur c'est les autres. C'est de qui ça déjà? C'est Sartre. Ouais. Sartre. C'est l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. Terrible. L'horreur c'est les autres. Ouais, bah oui. Mais ouais, du coup Bah oui, c'est ça, mais il faut écrire des bons personnages, c'est pareil, tous les bons exemples que je peux citer, Shining, on parlait de Saw en début, même L'Exorciste, c'est tous des films où on s'attache au personnage avant d'avoir l'horreur, parce que Saw c'est un peu particulier, on s'attache au fur et à mesure, mais bref, on a besoin de s'attacher au personnage. Tu t'attaches au perso principal de Saw? Oui.
Ok. Alors, ça Effectivement, je soin de la fin, on a regardé Saw 3, Kylian. Effectivement, il y a des moments où Jigsaw il est particulièrement Ouais, attachant, Jigsaw, bizarrement. hein. c'est Jigsaw est le le personnage le plus intéressant de toute la Ouais. saga. hein. C'est pour Vraiment, ça qu'il vraiment, faudrait il y a que j'aille des- voir il y a le des mots- Saw 10. Oui, j'ai très envie d'aller T'as envie de le voir voir le aussi. Saw 10 Enfin, on va voir le Saw 10. Mais vraiment, il y a des moments où vraiment le personnage là, en fait, où il est vraiment mis en tout cas en contexte. Et là, t'es en mode, mais finalement, ce mec-là, en fait, il est super intéressant, vraiment. Bah, ouais, c'est vrai que pour le coup, moralement, je dirais pas que je suis d'accord avec lui, parce qu'évidemment, c'est horrible. Après, quand je dis que je m'attache au personnage, pour le premier saut, je parlais plus des personnages dans la salle de bain. Dans la salle de bain Ouais. Après, je m'attache aussi un peu au tueur, mais c'est pas que je m'attache, c'est plus que j'aime bien voir développer son personnage parce que je le trouve intéressant. C'est sûr, mais est-ce que Saw 3 finalement serait pas problématique Saut pour 3 ça est un des pires des sauts de toute façon. Je vais pas m'amuser à faire le classement, mais. Non, oui, c'est sûr, mais moralement, à essayer de justifier le mal dans le but intrinsèque du film. Genre, Je sais pas, enfin, ouais. Après, ça a toujours été une question de. J'ai toujours vu un peu le personnage de Jigsaw comme quelqu'un qui avait conscience du fait qu'il faisait du mal. Et c'est pas, il se voit pas comme un saint non plus. C'est juste quelqu'un qui va trouver des gens qui ont des problèmes d'addiction, de violence, de drogue, enfin je sais pas, qui font des braquages de banque ou des. Enfin, c'est déjà des gens qui sont condamnés à la base, qui ont de différentes condamnations et tout. Et c'est à défaut de s'attacher au personnage, c'est vraiment suivre sa philosophie et comment est-ce qu'il va les mener au fur et à mesure. Une philosophie qui se traduit par juste jurer bourreau directement, quoi. Ouais. Et c'est aussi un peu ça le problème. Même si d'après lui, ce Tu n'est pas peux- lui qui se met en place de juge, c'est la personne elle-même qui juge si sa vie est... Mais bon, Mais, c'est ce qui fait l'intérêt du Partirait personnage. pas sur justement. un cours de Et du coup, philosophie. on peut parler de la comédie et de l'horreur. Ouais. Est-ce que je peux Est-ce que je peux parler, Les s'il comédies vous Je de peux plaît rajouter un truc avant. Oui. C'est par rapport au sujet de l'empathie en fait qu'on a envers l'empathie qu'on peut avoir envers le tueur. Pourquoi tu rigoles? C'est Louis, il me fait de la peine. L'empathie qu'on peut avoir en fait envers un tueur dans les films d'horreur, je trouve que c'est quand même une problématique qui est centrale, bah, notamment dans les slashers en fait. Et du coup, c'est pour ça quand tu parlais de la dimension politique de certains films d'horreur, je dirais qu'il y a beaucoup de films d'horreur qui ont aussi une dimension politique un peu politique, presque sous-jacente, parce qu'il y a aussi une question de pourquoi ce mec commence à tuer tout le monde sans raison. En fait, il y a des gens qui n'ont rien demandé. Et en fait, souvent, il y a une problématique sociétale qui est sous-jacente. C'est pour ça aussi souvent que dans les slashers, le tueur, c'est pas explicitement dit dans le film, mais en fait, souvent, il fait ça parce qu'en fait, il a des traumas, parce qu'il est un peu différent, et parce qu'il a été mis à l'écart. Et souvent, en fait, il y a aussi une critique sociétale qui est sous-jacente, et donc, par conséquent, qui est un peu politique. Donc, en fait, la question de l'empathie qu'on peut avoir envers le bourreau, en fait, elle est aussi centrale, et notamment beaucoup dans les slashers, en fait. Et puis il faut aussi dire que quand on prend, si on prend les slashers par exemple, c'est plus facile de s'attacher à quelqu'un quand il y a genre 10 films sur lui que s'attacher à une personne qui meurt au bout de 15 minutes. Oui, bien sûr, Oui. Oui, faut aussi. aussi dire que pour garder l'intérêt des gens à regarder Oui, les oui. futurs slashers et tout. Mais on a je veux tendance dire, à- souvent, c'est quand même d'ailleurs, un des codes du slasher, c'est de faire en sorte que le personnage principal, que le bourreau, en fait, soit Et des motivations. et des motivations, mais en fait, qui sont oui, qu'il ait des motivations, mais qu'elles soient pas directes, tu vois, qu'elles soient pas vraiment en lien. Oui, qu'il qu'il y ait pas de c'est raison la quand même. conséquence de plusieurs causes. Voilà, c'est ça. Et, ouais. et en fait, que ce soit à cause de nous, quelque part, tu vois. Mm. Parce qu'il a été mis à l'écart étant petit, parce qu'il a été harcelé, parce qu'il a des traumas. En fait, il a tout un lore qu'on ne voit pas dans le film. Et d'ailleurs, Le lore, putain, je déteste ce mot. et c'est- Il a toute une en fait, c'est la backstory, quoi, qui n'est jamais mise en scène dans le film, mais qui est mais très 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 sous-jacente, quoi. Ok. Et qui du coup parfois peut faire naître une forme d'empathie pour le personnage. du coup, la comédie d'horreur. Mais du coup, oui, la comédie horrifique, Louis, tu y tiens particulièrement. Alors, bienvenue à Zombieland. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre Non, moi aussi je veux parler non, de, bah, Shaun de of the vampires Dead. en toute Bah, intimité. justement, voilà, j'allais dire Gremlins, on a Shaun of the Dead, le la bal des trilogie des Cornetto. vampires. What We Do in the Shadows. Ouais, c'est ça. Mais c'est souvent pour parodier c'est l'horreur de base, Ouais, quoi, ouais, mais souvent pour le les rendre films- plus.
C'est plus ça, abordable. Les films d'horreur comiques, en fait, c'est des films qui utilisent tous les codes des films d'horreur et qui les détournent. Ils savent, souvent c'est adressé à des spectateurs qui connaissent déjà les codes. Bah, je pense à Scream. Bon, c'est quand même un film d'horreur. Oui. Mais, Scream est particulier, oui. Mais ouais, c'est ça. Mais moi, c'est particulièrement un de mes comédies horrifiques préférées. Bah, c'est What We Do in the Shadows, comme je viens de le dire. Mais aussi, un de mes films préférés, c'est le Rocky Horror Picture Show, qui est du coup une comédie musicale horrifique et qui reprend totalement. C'est un film qui date de 75, qui est adapté en fait d'une comédie musicale, hein, clairement, et qui reprend en fait tous les codes de l'horreur, les codes visuels, pour créer justement un univers très très visuel, presque baroque. Et c'est quelque chose, c'est un univers qui perdure encore énormément aujourd'hui parce que je crois que c'est le film le plus projeté, qui un des films les plus projetés de tous les temps, parce qu'en fait il revient constamment et il y a constamment en fait justement des projections qui sont organisées parce qu'il y a une très large communauté de fans et c'est souvent des projections un peu événements. Où il y a des gens qui ont vu le film genre 50 fois, qui reviennent quand même voir le film déguisés et ils réactivent le film, c'est-à-dire qu'ils rejouent le film pendant la projection avec des effets d'eau, des effets de on balance du riz au moment où il faut balancer du riz, des trucs comme ça. D'ailleurs, ça vraiment revient au truc fondamental du manège, quoi, de Méliès, tout ça, du cinéma d'attraction. Du cinéma d'attraction pur et dur, quoi. D'ailleurs, c'est très rigolo. Alors, je sais pas si tu connais du coup un peu l'histoire de Rocky Horror Picture Show, enfin de comment, de sa projection en salle et tout ça. Ouais. Mais en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle les Midnight Movies, qui a été une mouvance dans les années 80, je crois. On avait des films trop bizarres qu'on savait pas quoi en faire. Du coup, on a décidé de les mettre à minuit et ça a marché beaucoup mieux que prévu. Et Rocky Horror Picture Show, c'est vraiment le film symbole de ce temps, en fait. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de... Quand on va voir les salles de cinéma qui projettent Rocky Horror Picture Show en Amérique, c'est des salles qui, en plus d'essayer de reproduire, enfin de reprojeter le film, qui essaient aussi de reproduire un peu cette ambiance de l'époque, de se retrouver dans une salle à minuit avec un public qui fait, entre guillemets, un peu n'importe quoi, et ce côté un peu bon enfant. Et, mais un film très fédérateur. Ouais. Et qui fait appel en plus à plein de codes, que ce soit les codes de la comédie, les codes de la comédie musicale, les codes de l'horreur, les codes du queer aussi, énormément. Et du coup, je trouve que c'est un film, il est incroyable, quoi. Moi, je pourrais le regarder, je l'ai déjà vu beaucoup de fois, et je pourrais le regarder encore des dizaines de fois sans m'en lasser, quoi. Et chanter les chansons pendant le film. Et chanter les chansons, ouais. J'ai pas accroché. Et je n'ai Tu aucun sors de argument. Tu sors du studio. J'ai pas aimé point. J'ai pas aimé point. Voilà. J'ai rien à dire sur le sujet. Mais vraiment, tu n'as aucune idée de pourquoi t'as pas. J'en ai aucune idée. Peut-être Peut-être que c'est. C'est un peu Après, trop arrive, théâtral pour moi, tu vois. Genre les jeux de costumes, les jeux de. Bon, déjà que la comédie musicale, genre j'en adore que quelques-unes. Mais la comédie musicale de base, voilà. Ouais. Mais voilà, j'ai rien à apporter de pertinent là-dessus. Même, on peut aussi prendre les films de Mel Brooks comme bon exemple de comédie d'horreur. Bah oui, justement Frankenstein Jr. Qui est absolument excellent comme film, il a à mourir de rire et qui reprend en plus tous les codes classiques justement du cinéma d'horreur classique, du coup l'Universal Monsters. Il y a tout, vraiment il y a tous les éléments qui se retrouvent dans ce film-là. Genre moi, quand je l'ai vu la première fois, j'étais grave petit, moi je pensais que vraiment c'était un film des années 50 et tout, tu vois. et justement, je trouve il a fait super bien ce travail-là, Mel Brooks, dans le travail. Bah ça se voit que c'est un passionné de film. Ouais, c'est ça. Et surtout que ce film-là, en plus, c'est pas une parodie, genre c'est pas un scary movie. Oui. On voit vraiment que c'est un hommage en fait au cinéma d'horreur classique. C'est pas juste on va se foutre de la gueule du cinéma d'horreur. Non, c'est vraiment je veux faire un truc rigolo avec une base et je veux rendre hommage à cette base-là. C'est difficile. Ça, c'est quelque chose. Après, dans tous les cinémas parodiques, c'est très dur de pas tomber dans la caricature bête et méchante. Même si j'apprécie les scary movies pour comment dire, parce qu'ils me font rire et c'est des films débiles et j'aime bien les références qu'il y a dans des différents cinémas d'horreur.
Bah, c'est des films qui sont quand même un peu presque malhonnêtes quelque part, surtout quand tu prends les derniers Scary Movie. C'est la différence entre fans de films d'horreur qui aiment le cinéma d'horreur et qui ont envie de le parodier pour en faire un hommage. Et juste balancer des références au pif en mode ah ça c'est populaire, du coup ça plaira aux gens. Justement les Scary Movie où ils balancent des refs à n'importe quel film à toutes les 2 secondes quoi. Tu prends surtout les 4 et le 5, c'est scandaleux comment c'est mauvais. C'est horrible, à partir du 3 c'est vraiment très très mauvais Scary Movie hein. Et tout à l'heure Mazarine t'as parlé de la thématique environnementale. Et justement, c'est pour ça, je vais revenir 2 secondes à Gremlins de Joe Dante. Le sous-texte du film, en fait, c'est l'incapacité des Américains à gérer la nature de façon correcte. En fait, tout le film, c'est un critique de l'élevage, pas vraiment l'élevage industriel, mais en tout cas de la maltraitance animale. Il y en a beaucoup, ce film-là, il traite de ça. Il traite aussi de la non-capacité des Américains, justement, à traiter la nature. Et justement, il y a un monologue final, du coup, le personnage asiatique qui a pas vraiment de nom, c'est le grand-père, en fait, qui vient rechercher le Gremlins parce que, justement, ils n'en ont pas pris soin. Ouais. Et en tout cas, le Gizmo, le Mogwai. Et Gizmo le rappeur. De quoi? Je voulais absolument faire cette blague. Merci de m'avoir coupé, Kylian. Du coup, non, en fait, il y a le grand-père qui vient chercher Gizmo, du coup, le Mogwai, et il dit, vous les Américains, vous êtes incapables de gérer la nature de façon correcte. Et justement, je pense que ce film-là, il est vachement précurseur de ce que tu parlais justement, de cette critique qu'on voit encore beaucoup dans le cinéma d'horreur de la thématique environnementale. Je trouve que ce film-là, vraiment, les Gremlins, il est assez précurseur là-dessus. Justement, qui est sorti il y a pas longtemps, Le règne animal, qui parle absolument d'écologie et de la peur de l'inconnu, justement, de la peur en fait, ça parle du vivre ensemble, finalement. Genre, ça pose la question comment vivre avec une nouvelle espèce, avec des personnes qui ne sont pas comme nous. Quoi. Mais ça me fait un peu penser aussi au film de Bong Joon-ho, Okja, en fait, qui a aussi, je trouve, un peu des éléments horrifiques au final, alors que c'est pas un film d'horreur et qui pareil parle de toutes ces thématiques-là, de l'environnement, de l'impérialisme, de la maltraitance animale. Pour le coup, Okja, et de la science aussi, de l'avancée scientifique. C'est vraiment l'un des films qui m'a le plus terrifié, c'est Okja. C'est vraiment à la fin du film, j'ai fini au sol en train de pleurer et en train de me dire nique l'humain, genre vraiment c'est terrible et c'est l'un des trucs les plus horrifiques moralement que j'ai vu, même si absolument tout le monde sait comment est préparée la viande, forcément c'est après ça dépend des usines et tout, mais il y a forcément de la souffrance animale quelque part. Et mais surtout qu'en plus il y a quand même une dimension science-fiction dans Okja, mais qui s'inscrit quand même dans une réalité dont on n'est pas dupe en fait, et du coup c'est pour ça que j'aime beaucoup Okja, parce qu'en fait c'est un film qui est très complexe, qui est très réaliste et en même temps très horrifique et très inspiré par la science-fiction en fait à la fois. Mais je pense qu'on a plus relevé les dimensions sci-fi en fait de Okja plus que ces dimensions horrifiques, alors que pour moi c'est presque un film d'épouvante quoi. Non, littéralement c'est vraiment un film terrifiant, mais qui est très bon d'ailleurs. Mais... Tant qu'on parle de cinéma d'horreur et d'écologie, je me dois aussi de mentionner tous les films style Godzilla ou ce genre de choses, qui sont des exemples très littéraux de la peur de l'impact humain sur l'écologie. Toujours cette peur de la guerre atomique, de façon Godzilla. Hein. Aussi, oui. Ouais. Les essais nucléaires, tout ça. Et puis même quand on regarde genre les films avec des grosses araignées ou des gros serpents ou des trucs comme ça, c'est 99% du temps lié à l'humain qui a merdé quelque part, qui a balancé un produit je sais pas où et qui a causé la mutation. C'est aussi la peur de quelque chose qui nous dépasse, aussi presque. Des conséquences de nos actes. Parce qu'on s'en rend pas compte finalement, quand on balance des déchets dans l'eau par exemple, on se dit juste les entreprises se disent juste ça va aller dans l'océan et puis ça va se dissoudre, ça va disparaître tout seul. Voilà, ça va disparaître, t'inquiète. Non mais toujours c'est toujours quelque chose qui te revient et c'est le karma et c'est la propre égoïste humain qui œuvre pour son bien quoi. Qui a peur de Godzilla, alors que justement il devrait se rendre compte de que c'est l'humain qui l'a créé, que c'est sa connerie quoi.
Du coup, pour conclure, j'aimerais parler de l'avenir du cinéma d'horreur que je vois vraiment très lumineux. Alors, lié à plusieurs facteurs. Déjà, les blockbusters, je pense, ont créé quelque chose, une sorte de lassitude du public d'aller voir des films normés, cadrés, qui ressemblent tous les uns aux autres, qui sont toujours tout public, qui sont toujours... Et je pense que ce ras-le-bol qu'on ressent notamment avec le MCU ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui attire de plus en plus vers les gens, vers un cinéma un peu alternatif. Quand on regarde ces dernières années, Titan a reçu la Palme d'Or, ce qui est incroyable. Oui. Mais même, je veux dire, Saw 10, c'est le meilleur, selon ce que j'ai vu en termes de stats, c'est le meilleur film, le meilleur Saw, le mieux noté en tout les cas. premiers, ouais. Il pète tout ce que Même j'ai... le premier, il Ouais. le pète en termes de... Ah bon À ce que j'ai entendu, c'est un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années. Et ça, c'est super en fait. Bah ouais, c'est une bonne nouvelle. Evil Dead Rise, qui était incroyable après... moi je déteste Evil Dead 2013, voilà, donc vraiment un retour très très bon. Toujours vu que l'original. The Sadness aussi, qui est un film taïwanais, si je dis pas de bêtises, sorti en 2021. Il y a vraiment un regain d'intérêt des Même, gens. en Amérique, là, les bases, elles sont vraiment solides, quoi. Genre, entre Jordan Peele, Robert Eggers et Ari Aster, genre vraiment, il y a un peu cette trilogie de mecs qui font de l'horreur, qui est... Bon, après, je parlerai pas du dernier Ari Aster, hein, mais... Dans ce qu'il a fait dans ses deux premiers films, il y a vraiment une base solide. Gwen va rigoler, oui. Harry, Bo is C'est Afraid. monté à ma tête. Bo is Afraid, on n'en parlera pas, mais c'est pas grave, c'est une erreur de parcours. Mais mais il y a vraiment une base solide de réals compétents et identifiés qui peuvent faire de grandes choses. Des boîtes de prod qui font confiance, genre C'est ça. Blumhouse, qui font confiance à superbes de projets qui sont géniaux. Et même aussi les salles de cinéma. Je lisais un article récemment qui parlait du fait que de plus en plus de cinéma passent des films interdits aux moins de 16 ans. Je veux dire, il y a 10 ans, aller voir un Saw au cinéma en France, ça me semble impossible. Parce que c'est des films qui étaient interdits aux moins de 16 et du coup pas assez de public. Et du coup, les salles de cinéma ne proposaient pas la projection de ce genre de films. Aujourd'hui, on arrive à un stade où ces films commencent petit à petit à sortir au cinéma et à rester plus d'une semaine à l'affiche. Ça a été le cas du coup pour, comme je disais, Evil Dead Rise, c'est le cas pour Saw, c'est le cas pour Titan, qui est même ressorti plusieurs fois, une fois qu'il a été déprogrammé, a été repassé plusieurs fois dans plein de cinémas différents, des petits cinémas indépendants et tout ça. Et je pense je pense vraiment que les gens, avec ce ras-le-bol général d'avoir des films qui sont toujours calibrés pour plaire au plus grand nombre, on commence à avoir un vrai intérêt pour avoir des films qui osent autre chose, qui osent d'être plus violents, qui osent de parler de thématiques différentes, qui osent de sortir en fait de ce côté tout public, il faut passer en dessous de PG-13 en Amérique pour pouvoir... sortir partout et je trouve que c'est une super chose. Je suis vraiment très content. Et pour parler du cinéma d'horreur français aussi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est une bonne nouvelle, c'est que on a un réalisateur comme Alexandre Aja qui a commencé en France. Ouais, ça, Alexandre Aja. Et il a dû s'exiler aux États-Unis pour réaliser des films parce qu'en France il n'arrivait pas à se produire et tout. Et là, ces dernières années, il est revenu en France. Il a fait un film pour Netflix. Ouais. Qui était plutôt Oxygène. Oxygène, c'est ça, avec Mélanie Laurent. Ouais. Et puis, donc, il y a de plus en plus de propositions françaises qui arrivent en salle. Je sais plus le réal, mais celui qui a fait La Nuée et qui vient de juste sortir Philippot, Acide, ouais. là. Donc, on a aussi les frères Boukerma qui avaient fait Teddy, L'année du requin. Donc, ils s'essayent au film de genre. Il y a un très bon accueil public en général, ça, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est justement un peu dommage qu'en France, on soit un peu à la traîne, là, parce que on a toujours été à la traîne en termes de cinéma d'épouvante. Parce qu'on a toujours considéré que c'était pas assez noble pour... C'est ça, parce que même les films d'épouvante qu'on fait, on ne veut pas les considérer comme des films d'horreur. Après, il y a un problème de budget en général. Mais justement, c'est des films et de retour sur investissement qui voilà, mais c'est des films qu'on veut pas financer non plus, quoi. Alors qu'en Europe, il y a des cinéastes d'horreur. Enfin voilà, quand je parle de ça, je pense à
par exemple, voilà, The Innocence, qui avait gagné Gérard Armé, qui est norvégien. Bon, c'était pas un très bon film. Il a quand même gagné Gérard Armé. Enfin, pour moi, c'était pas un très bon film, mais il a quand même gagné Gérard Armé. Nicolas Winding qui est danois et qui fait en soi en fait des films d'épouvante. Enfin, voilà, il a fait The Neon Demon, Only God Forgives. C'est une forme de. Enfin, pour moi, c'est un film assez terrifiant. Encore c'est une un fois, film des films d'horreur qui d'horreur, sont pas qualifiés de films terrifiant, d'horreur. Voilà. qui sont terrifiant des films d'horreur. visuellement, ouais. C'est un Espagne, film d'épouvante. En Espagne, il y a. Only God Forgives, c'est un film terrifiant dans tous les points de vue. C'est un... C'est vrai que Kian n'aime pas. J'aime pas du tout le réel. Alors moi j'adore j'adore Drive, mais c'est vrai qu'Only God Forgives ça a été une erreur de parcours pour moi. Mais bon, voilà. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Alors Drive chef-d'œuvre et il a fait Only God Forgives qui est une bouse abominable. Incroyable aussi. Ouais. Pareil, du coup, on a des réalisateurs espagnols de la génération qui ont fait Rec, Paco Plaza, Balaguerro et tout, qui continuent à sortir des films d'horreur qui sont vraiment spécialisés là-dedans et c'est vachement cool. Ouais. On passe au jeu, Bah, je écoute, pense. Allez. Ouais. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on rec. Alors, Pas mal de jeux. T'as vu? Vous aimez les films qui font peur? Quel est votre préféré? du coup, je vais commencer. Alors, j'ai un quiz en 4 phases. Je vais avoir une première phase où ça va être les phrases de films cultes. Ok. La deuxième phase, ça va être juste, j'explique un peu des détails autour du film et vous devez trouver le film. Le troisième jeu, c'est 3 mots un film, donc je donne 3 mots et vous devez trouver le film. Et le dernier, c'est le blind test, mais je sais pas si on le fera. Il a bossé Ouais. le Bah, sujet. on m'a dit de faire un quiz, j'ai essayé de faire un quiz. On peut faire tout pour notre plaisir personnel. Du coup, on va commencer par les phrases cultes. Alors, j'ai pas mal de trucs assez simples, Et t'as préparé des propositions. des propositions. Si Ah c'est non. culte, on peut. Ouais. Vas-y, Ah, moi, je suis plus en mode je balance mon idée, vous Je trouvez suis le sûr il a mis que les films les plus obscurs. J'ai essayé de rester assez simple. J'ai 2-3 films un peu obscurs, mais j'ai essayé de rester assez facile. Merci. Il va nous sortir des phrases en norvégien. Donc, première réplique culte, je pense que vous l'avez tous. On va jouer à un jeu. C'est Scream. Bah, So. So. Oui. Le mec est dégoûté. Deuxième question. Alors, la question n'est pas de savoir qui je suis, mais où je suis. Bah, là, c'est Scream. Là, c'est Scream. Attends, dans Scream aussi, on va jouer à un jeu. Non, tu veux jouer à un jeu Non, dans tu- Scream. C'est dans la VF, ouais. Ouais, c'est très. C'est dans les sous-titres, c'est écrit on va jouer à un jeu. Tu n'as pas les mots, Louis. Un peu plus difficile, celui-là. Ils viennent te chercher, Barbara. Barbara. Ah, c'est pas la nuit des morts vivants? Si. Putain. Oui, c'est vrai qu'elle s'appelle Barbara. Pas mal. Et du coup, dernière réplique culte, je pense que vous l'avez tous aussi. Je vais la dire en anglais, parce qu'elle me semble plus culte en anglais. Here's Johnny. Shining. Il a dit ça avec un dédain, mais il nous prend pour qui ce con, hein. Pour nos auditeurs, j'ai un pull Shining, donc c'est très marrant. Pas mal, il s'est déguisé pour. Voilà, il c'est s'est le déguisé. costume d'Halloween. C'est le costume d'Halloween. Alors, du coup, donc, je suis un film espagnol sorti en 2007 de zombies à petit budget. Rec. Oui. En même temps. Serrage de main. On a parlé genre il y a 2 secondes quoi. Oui. Bah, je savais pas de quoi on allait Bah oui. parler. Alors, mon deuxième film est un film sorti en 2009. C'est un film qui est considéré comme le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Ah bah c'est Paranormal Paranormal Activity. Activity. C'est ça. Et ont coûté 15 000 $ et ont rapporté 193 millions. Film réalisé en 2018 par Ari Aster, connu pour Hérédité. sa scène de dîner et sa scène d'accident. C'est mon de film voiture. d'horreur préféré. Donc. Très très bon. Un film en 2018. Film d'horreur de 2001, se passant principalement dans une grotte où un groupe de femmes est attaqué par des monstres aveugles. Des monstres aveugles. Ah, Mais non, c'est pas la colline. c'est pas le film d'Alexandra La Aja colline a des yeux? La Non. colline- Non. Ah ouais, j'avais ça aussi. Des monstres aveugles Dans une grotte. dans une Un grotte. groupe de femmes. C'est connu Oui.
C'est un des meilleurs films des années 2000-2010, donc C'est d'horreur. américain. C'est terrible. Il me semble que c'est américain. Ah, je suis pas sûr pour le coup. Par des monstres. Non, merde. Bah, personne n'a l'impression. C'est The Descent. C'est grave connu et tout. J'en ai jamais entendu parler non plus. Ah bah, Descent. pour m'assurer, je suis allé dans les listes des top 100 les films d'horreur les plus connus et tout, et il était genre à la 20e place. Donc, C'est nickel, hein, après. bah, du coup, c'est pas- regardez The Descent, très bon film. Mmh. Un des personnages féminins attachants et intéressants, ce qui est rare dans le cinéma d'horreur, Ok. malheureusement. Très bien. Un film d'horreur de 1976 mettant en scène une adolescente avec des pouvoirs télékinétiques Carrie. qui se venge de Carrie. ses persécuteurs. Oh, Carrie. incroyable. En cours après-midi. Alors, J'adore ce film. Je l'ai vu, ouais, C'est- je pense dernièrement, que et j'ai Je pense j'ai que pas c'est mal le aimé. meilleur De Palma. Mais... et alors celui-là, Oui. Avec Je suis- Phantom of the Paradise. je suis d'accord. Et Non, Blue c'est- celui-là, il est difficile si vous n'avez pas vu le film, vous le saurez pas, mais c'est juste pour mon petit plaisir personnel parce que je l'adore. Ouais. Un film d'horreur australo-canadien sorti en 2014, qui est le premier film d'une réalisatrice cinquantenaire qui s'appelle Jennifer Kent et qui a reçu le prix du jury au festival de Gérardmer 2014. Ouais, bah ouais. Hein. Bah, tu veux pas dire la réponse Mr. Babadook. Ah ouais. Je savais pas que c'est australien aussi, mais ok, je Ouais. l'ai vu. Et d'ailleurs, quand on voit le film Mr. Babadook en sachant que ça a été écrit par une femme célibataire de 50 ans, Ouais. ça explique beaucoup de choses. Parce que, enfin, dans le sens où on comprend beaucoup de problématiques du film. Ouais, parce que c'est une mère qui élève son Ouais, fils qui élève son seul fils, et le danger. seul, ouais. Et quand on voit, bah, même dans les scènes qu'elle fait et tout, notamment la scène de l'anniversaire, Ok. où elle se retrouve. Ah oui, vous l'avez pas vu. Mais du coup, il y a Moi une aussi, scène- je l'ai vu. Ah ok, tu l'as vu. Bah, Ah, du tu sais, coup. il y a une scène d'anniversaire où tu la vois, elle, face à tout un groupe de mères Oui. qui se racontent leur vie en mode c'est pas intéressant ce qu'elles se racontent. Mm. Et elles descendent le personnage principal parce que elle est là parce qu'elle rentre pas dans le groupe finalement. Oui. Donc mais Logique. voilà. Très bien. Alors 3 films, un mot. Voilà. Oula. 3 mots, un film. Plutôt, dans ce sens-là. Donc alors le premier film, Thorax, œuf, espace. Alien. Deuxième film, Cabane dans la forêt, livre, tronçonneuse. Evil Dead. Il le sait, il le sait. Le troisième film, Prison, interview, cannibale. Prison, interview, cannibale. Hannibal Lecter. Le silence des agneaux. Le ouais. speed, ouais. Je- J'ai pas vu toute la suite de films, mais j'avais. Cannibale. Moi aussi, il a dit cannibale, j'avais envie de. Ah, celui-là un peu plus difficile. Famille aisée, orphelin, antichrist. Famille. Orphelin. Mais comment tu peux être orphelin dans une famille aisée? Ah non. Le mec il a des parents. Attends, orphelin, antichrist. C'est un film sorti avant les années 2000. Non, pas l'exorciste. Non. Je sais La pas. malédiction. The Omen en anglais. Ah ok. Qui raconte l'histoire d'un couple de personnes qui perd en fait son enfant. Ouais. Qui meurt dans un accident, je crois, et qui se retrouve à adopter un orphelin. Et cet orphelin, c'est l'antichrist. Super. Ouais, c'est grosse ambiance dans ce film. Dernier film. Ah, celui-là, il est pour toi, Maza. Piscine, bus, panthère. La féline. Oui. Cat People. Voilà. J'adore ce film. La suggestion. Non mais vraiment, Cat People, vraiment si vous l'avez jamais vu, voilà, je le dis à nos auditeurs, si vous avez jamais vu Cat People, faut courir voir Cat People. Courir. Celui de l'original. Oui, l'original, celui de 42. Je vais finir avec un blind test. Enfin, je crois que c'est 42, je sais pas. Alors, il y a des trucs très simples. Hein. Oui. Je vais commencer par le plus simple, tiens. L'exorciste. Non, c'est Halloween. Oui, c'est Halloween. C'est Halloween. Ah oui. Ok. Attends, faut qu'on dise après, une fois que la musique est finie. C'est The Thing. Oui, de John Carpenter. Ah oui, c'est la musique d'Ennio Morricone justement. Ouais, c'est ça. Ouais. Je l'ai vu il y a 2 jours, ça revient pas. C'est un truc de fou, ça.
Alors, celui-là, j'avais mis... Ouais, c'est plutôt vers 2 minutes que ça se reconnaît. Je sais pas, non, ça. Insidious. Ah, ok. Chaud. Alors... Crucifix, 7, 8, surtout ne dors pas la nuit. 9, 10, il est... Shining? Non. Non. Conjuring? Non. RP Exorciste. Non. C'est Les Griffes de la Nuit. J'ai jamais vu ça. Ah ouais, pareil, je l'ai pas vu malheureusement. D'ailleurs, sachez que cette comptine, elle me rend fou parce qu'il y a une comptine de Freddy dans chaque film et à chaque fois, elle change. Ouais. Ils sont incapables de garder la même. comptine. C'est fou. Et du coup, dernier, alors c'est pas vraiment une musique, mais voilà. Ça, c'est American Nightmare, c'est la purge. Waouh. J'adore American Nightmare. Oui, moi aussi. Ceci n'est pas un test. Ici votre système d'urgence intégré vous annonçant le début de la purge annuelle légalisée par le gouvernement américain. Ça pouvait être la meilleure franchise d'horreur de tous les temps. Laura, nos nouveaux pères fondateurs. Hein. Parce que le concept, je trouve que c'est le meilleur concept d'horreur. Oui. Et celui qui l'exécute le mieux, c'est le 2, voilà. Moi, je préfère le 4. Mais... Le 4 est... Alors, le 4, j'ai toujours un peu vu comme une parodie. Ah, ok, super. Enfin, non, mais dans le sens où... C'est pas méchant, parce que je l'aime beaucoup, mais j'ai toujours trouvé que ça va tellement loin dans le n'importe quoi, qu'il y a un aspect un peu... je veux dire, à la fin, quand il sort, avec qui va chercher ses fusils et tout, et qui partent en légion pour aller buter je sais plus qui, ça devient un peu n'importe quoi. Bah, c'est un soulèvement, quoi. Genre, ouais, mais je sais pas, j'ai trouvé ça un peu très... Je sais pas, je trouvais ça faisait... Après, c'est pas pour autant que je l'aime pas, je l'aime beaucoup. Mais quand je vois le ton très sérieux du 2 et du 3, j'ai toujours trouvé ça un peu plus parodique. Bah, c'est plus un actionneur, le ouais, 4, c'est ça, j'ai l'impression. que ouais. vraiment de l'horreur. Mais voilà. Et le 5, ça aurait pu être le meilleur film de tous les temps, et il est à chier. Voilà. Le 5, je l'ai pas vu encore. Vraiment, et en plus, il y avait tout le potentiel pour faire un super film, ils ont tout gâché, c'est trop American dommage. Nightmare X Mad Max, ça aurait dû être un des meilleurs films au monde. Mais s'ils refont un remake anti d'American Nightmare, mais avec un vrai réal qui sait super bien gérer le truc, ça peut donner la plus grande franchise d'horreur légitime de tous les temps. Ouais. C'est cool parce que faut juste virer le premier qui est... Mais bon, voilà, on est triste. Voilà, je trouve que le premier met bien en contexte la situation quand même. Bah, en fait, je trouve que quand tu me dis une nuit par an, tout est permis, je pense pas forcément à Maison de riches de gens qui se barricadent chez eux et qui doivent sauver un gars qu'ils ont recueilli dans la rue. Enfin, je sais pas. Ben... Mais pour moi, je trouvais légitime, que le concept moi, était beaucoup mieux exploité dans le 2 où tu te balades dans la ville et tout ça. Ok, non, ouais, c'est légitime. Du coup, il y en a plus bah, du coup, merci beaucoup de m'avoir invité. Bah oui, on te réinvitera sûrement. C'était très sympathique, même si j'ai beaucoup parlé. Bah, c'est le but. Le but est de parler. Comment ça, un podcast où il faut parler, c'est bizarre. Les gars, j'ai pas été dans le podcast. Merde, je savais pas qu'il fallait... Du coup, peut-être apporter une petite conclusion sur les films d'horreur en général. Le cinéma d'horreur, c'est vachement bien. Donnez chacun une définition d'un bon film d'horreur. Bon, on l'a fait un peu tout au long. Bon, bah, au revoir à tous. Louis a pas compris le concept de son... Je dirais juste, pour tous les gens qui ne sont pas fans de films d'horreur, parce qu'ils pensent que les films d'horreur, c'est que pour faire peur, intéressez-vous à des films d'horreur un peu différents. Sous-jacents, ouais. Parce que... dans tous les autres genres, on peut retrouver de l'horreur qui prime. Quoi. Et certains films, dans les films, par exemple... Pour ma copine, par exemple, qui n'est pas du tout fan de films d'horreur, les films qui lui ont le plus plu, ce sont les films style L'échelle de Jacob, Hérédité, des Mr Babadook aussi. Bref, des films qui sont... Un peu plus psychologiques, peut-être. Voilà, enfin des films qui essayent de faire autre chose. Des films qui sortent du canon Insidious, Conjuring, tout ça, et qui essayent de faire autre chose. Donc voilà, si jamais vous voyez un film d'horreur et que vous n'êtes pas fan de films d'horreur, ne commencez pas à courir dans tous les sens en vous disant que vous allez passer le pire film de votre vie, parce que ça veut rien dire. Très bien, c'était un bon mot de fin. Un film d'horreur, ça reste belles un paroles. film. Voilà. Bah du coup... un genre fourre-tout.
C'est un fourre-tout. Très bien. Bah, alors, on se retrouve dans 2 semaines pour parler de David Fincher, il me semble. Oui, effectivement. Pour la sortie